Alors, je suis encore dans un cimetière et je me disais qu'il n'y a presque personne. C'est très boutique, c'est pas très large ici. Il y a des personnages très importants, mais je n'en parlerai pas. Et je me disais qu'en fait, je photographie plein de choses, surtout les petites flaques d'eau en marbre, pour que les oiseaux et les chats s'abreuvent. Bref, leur forme, effectivement, les jeux de reflets, et me fait penser qu'il y a un dialogue très vivant dans un cimetière là. Et, sauf les pierres, peut-être, n'ont pas une vie. Et comme disait Heidegger, le pierre n'a pas de monde. Mais hier, j'ai photographié un caillou qui s'était brisé et gardait encore son intégrité, disons, préalable, tout en ayant de plusieurs fêlures en même temps. En Turquie, il y a une expression qu'on dit que taş bile olsa çatlardı. Même une pierre aurait pu se briser contre ceci ou cela. Et on utilise souvent l'expression ton cœur, c'est pas un cœur, mais c'est du pierre. Et donc tu es très impénétrable, tu rejettes tout et tout. Bon, les pierres tombales, avec l'usure du temps, effectivement, ils changent, mais le problème, enfin, ils ne bougent pas à ma perception, mais tout bouge. Je me disais que même les cimetières sont très peuplés, trop peuplés dans cette ville. Peut-être dans les champs, là où on entend des légendes locales sur les morts et sur les lieux devenus sacrés à cause de cet impossible amour ou l'acte héroïque, etc. Donc là, il y a des morts, bien sûr, là-bas, en lande aussi, dans le champ, mais ils sont moins peuplés, plus importants, et sans avoir une stèle, une pierre tombale. Ils ont des stories, des légendes, dont l'un c'est Belkıs. Quand j'étais enfant, on allait au village dans les limitrophes d'Istanbul qui s'appelle Şamlar. Maintenant c'est devenu sûrement une ville. Bon, là il y avait un barrage, c'est pas pour obtenir de l'énergie, mais c'est une sorte de lac artificiel, donc une réserve d'eau pour les champs, et très ancien, ça venait des Romains, des Byzantins. Là, effectivement, il y avait une légende qui se colportait en ce qui concerne une fille amoureuse, malheureuse, amoureuse, qui s'appelait Sefi en général, et toujours Belkıs. Voilà une histoire de Belkıs. Voilà, la ville est peuplée, les cimetières aussi, et on a l'impression de se toucher, et surtout beaucoup d'ombres qui bougent, et je tourne ma tête avec l'impression qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui est traversé derrière, à côté, etc. Voilà, un cimetière peuplé, alors que je travaille en photographie, donc je dois être complètement libre et occuper un espace très large et laisser mes affaires dans 5 mètres plus loin et se promener 6 mètres à gauche, 7 mètres à droite. Vous voyez, je ne veux pas être chargé en travaillant sur le visuel.
Et il y a un temps de se distendre, se détendre et décontracter le temps et avoir finalement un discours qui aura des nœuds de tension et de voilà et de distraction, pourquoi pas. Et finalement, je trouvais c'est pas un jeu de mots, mais il peut s'agir d'un jeu de langage, mais plutôt ça évolue non pas vers un récit en profondeur, mais comme une sorte, comment dirais-je, voilà, c'est d'abord ça devient de plus en plus comique et intriguant, c'est comme un sketch de théâtre, on peut faire ça, on peut raconter ça dans une one-man show. Peut-être que je vais essayer, mais finalement c'est une exquise. Alors imaginons que deux hommes, pourquoi pas femmes, ça effectivement je n'avais pas pensé, mais il s'agit d'une discussion entre deux hommes qui ne sont pas trop amis parce qu'ils se connaissaient à peine, mais dès qu'ils se sont connus, ils sont donc entrés dans le vif du sujet qui intéresse les deux. Donc ce n'est pas des anciens amis qui peuvent parler comme ça. Parce que la conversation est très, disons, centrée sur le sujet. Et l'un parle, l'autre écoute, mais interrompt son interlocuteur. C'est une conversation très chaleureuse, très au fait, c'est-à-dire tout le monde, enfin les deux uniquement. Nous sommes des témoins uniquement, des spectateurs, auditeurs. Voilà. L'un raconte quelque chose, propose des arguments et non pas trop philosophiques. Ça peut être philosophie, parce que dans le milieu philosophique surtout, et dans le petit groupe d'examen oral, ça arrive. Et il y a toujours un professeur plus âgé qui vous interrompt ou qui interrompt l'étudiant. Pour corriger un mot, non pas la prononciation d'un mot, mais d'un concept. Il propose, ou il fait une proposition, une suggestion en disant que c'est plutôt ce concept-là qu'il fallait utiliser. Voilà. Là, cette interruption du discours de quelqu'un, pour améliorer bien sûr son discours, pour aider, pour soutenir, ça va de soi. Un professeur ne peut pas empêcher à parler, mais essayer de faire couler vraiment dans le bon sens, gouverner le discours, en donner une direction juste, mais c'est pas sûr. Alors le mien, c'est pas un milieu trop académique, mais j'ai vu dans le milieu académique au niveau d'apprentissage, parce qu'en fait, au niveau des égos des conférenciers, ça, il ne peut pas oser ça, on ne peut pas interrompre le discours de quelqu'un, il faut attendre jusqu'à la fin pour répondre avec la présence d'un médiateur. Ce sont des procédures bien connues. C'est pour ça que j'ai choisi l'exemple pour en donner les conséquences. Imagine quelqu'un, deux personnes qui ont l'air de s'entendre très bien, mais l'un, d'une manière insistante, interrompt son discours, non pas qu'il parle ou qu'il reprend un discours, non, avec une formule très simple, voilà, j'explique, en disant toujours,
chaque fois qu'il interrompt. Alors, mon ami, au lieu de dire ce mot X, disons dès lors Y. Il dit, enfin l'autre prend à la légère, il accepte, il ne perdra rien. Mais le discours, au fur et à mesure qu'il avance, et le nombre des interruptions et des changements, substituer le mot, le concept, s'accumule. Alors, imaginez, dans cet état idéal ou littéraire, fictif, hypothétique, parce que dans la réalité, ça ne peut pas aller trop loin, ce genre d'intervention, parce qu'il s'agit d'un simple avertissement. Là où vous captez un mot, pour vous, très important, qui tombe bien dans le discours, mais vous comprenez le sens et le contexte et l'enchaînement qui va s'en suivre, et vous intervenez au moment même qu'il est juste annoncé, et en face de vous, il y a quelqu'un très bienveillant et qui l'accepte toujours pour que le discours aboutisse à quelque chose, mais lui, l'adversaire, il est tellement docile qu'il accepte chaque fois et qu'il retient le changement lexique qu'il a fait. L'autre continue à diriger, disons, conduite du discours. Là, je me demande quelles conséquences obtiendra-t-il les deux. Ça peut, on ne peut essayer, en vrai, c'est pas possible, mais il faut écrire un sketch pour voir comment les acteurs vont jouer. À mon avis, aucune femme n'accepterait de jouer ce jeu. Mais les femmes, voilà, on peut essayer qu'une femme interrompe chaque fois les mots, le discours d'un homme. Et l'homme, pas gentillesse face à une femme, il accepte chaque fois. Ça peut être un mari, hein. Ça peut être une femme, mais un couple marié, quand même, ça ne marchera pas. Parce que mariage, ce n'est pas quelque chose d'hypothétique, mais à cette sinon, ça va finir avec un divorce. Non, ça ne peut pas, parce que les gens, ils se connaissent, donc ils connaissent leur caractère. Là, il faut qu'il y ait deux personnages qui se connaissent à peine et qui entrent dans une discussion très sérieuse qui intéresse chacun de deux, mais parfaitement. C'est lui qui est donc actif, inhibiteur ou accélérateur dans un discours, ça peut être parfaitement une femme. Maintenant, voilà, j'ai imaginé que une femme peut jouer ce rôle, mais jamais une femme n'accepterait de changer sa terminologie si facilement. Même si elle accepte, elle va se taire, elle va choisir se taire. Si elle change son vocabulaire d'une manière successive, elle ne retiendra jamais dans sa mémoire, à mon avis, ces règles du jeu qui n'a pas du tout facile pour personne, mais chaque fois, dans le moment en plus important du discours, vous allez changer, vous allez substituer un mot ou un concept à un autre, ça ne peut pas se faire jusqu'au bout à cause d'une défaillance de la mémoire dans un discours, c'est-à-dire parole vive. Ça ne peut se faire que
dans une écriture travaillée, écrit par un auteur ou par un collectif d'auteurs. Il n'y a pas de problème. Un atelier d'écriture créatif peut se faire ce jeu. Moi, je connais, enfin, je serais très intéressé disons, des orientations qu'il peut prendre une conversation ainsi guidée ou inhibée, mais ce n'est pas une inhibition parce que l'interlocuteur accepte, fait tout du jeu, et change son mot. Ce qui est difficile dans ce jeu, s'il s'agit d'un jeu, alors que c'est différent. Mais il faut s'exercer en jeu d'abord. Parce que dans la vérité, dans la parole vive, il est extrêmement difficile que ça aura lieu. Ça aura été lieu. Parce que déjà, les hommes en général, y compris moi, nous avons une difficulté de conduire un discours avec une but et tous les mots sont choisis à peu près. On cherche les mots pour, à la fois, on cherche un but final, une fin du discours, une causalité finale pour que ce discours ne laisse pas au niveau de salut, qu'est-ce que tu as fait, mais qu'il soit quand même une certaine. Voilà, Socrate, dans ce dialogue, effectivement, il écoute, mais quand il interrompt, voilà. C'est pas très étranger à l'ironie socratique, mais ironie socratique, c'est presque informel à mon avis, donc on ne peut pas formaliser dans un jeu. C'est très difficilement finalement imitable un positionnement de Socrate. Parce que, à mon avis, trop non naturel. En fait, Platon fait de sorte que Socrate soit trop naturel, mais ça n'empêche pas que ça agace comme une torpeur. Tiens, le mot torpeur que j'utilise en dehors du contexte socratique, et je crois que c'est chez Platon. On accuse, enfin, dans les livres, dans les dialogues, on accusait Socrate d'être un torpeur. Moi, j'utilisais ce mot en général pour les gens qui mangent, qui mordent notre vie, voilà, dans un discours sérieux. Pour l'instant, voilà le protocole du jeu. Alors pourquoi j'ai choisi ce genre de protocole pour un jeu de langage, entre guillemets, qui ressemble assez à quelque chose de littéraire, mais pour plutôt révéler l'essence cachée du langage, qu'on répète un concept suivant surtout qu'on dit avec Rousseau, disons, le langage, c'est un système. Il s'agit d'un système de signes institués. Ce qu'on veut dire par institué, c'est une sorte d'arbitraire de signes ou une convenance. Voilà. Dans mon jeu, dans mon protocole de jeu langagier, il y a tout de la convention. Les deux, surtout un côté, c'est très bienveillant et il accepte les règles du jeu, parce que les règles du jeu, il ne s'agit pas d'un jeu. D'abord, c'est une conversation qui s'avance dans une spontanéité, mais
comme un tic ou comme une manie, l'un des, je dirais, non pas interlocuteur, mais belligérant, il ne peut pas s'empêcher d'intervenir au moment voulu ou non voulu, et l'autre partie étant trop bienveillant, il ne peut pas s'empêcher de dire à tout protocole ou convention, oui, il accepte et il en fait l'acte, il en prend l'acte et il suit son discours ainsi. Voilà ce que je veux dire, ce qui veut dire cette histoire. On institue, au moment même qu'il parle, au moment où il parle, ils instituent des signes, tout en changeant donc la signification ou le contenu des mots, ou en changeant tout simplement le mot. Soit qu'ils jouent ce jeu avec le homonyme, avec le même phonème, mais ayant de plus en plus, au fur et à mesure, des différenciations de sens. Ça, on voit très souvent dans un article, dans un travail, et dans un discours du style déridien, que je peux tout de suite donner des exemples. C'est tout dérision peut se résumer à ce jeu, là où, tout en utilisant le même mot, un mot très ancien, qu'il dit paléonyme, sous le paléonyme, on peut dire, on peut se faire entendre des concepts, des pensées jamais vues, jamais entendues. Et d'une manière progressive, et ça montrait quasiment. Voilà. Donc sous le même vocable, ce qu'on veut dire homonymie, mais il y a un synonyme, je crois, n'est-ce pas, pour être fidèle à ce règle jeu aristotélicien dans Orgonon, il y a des synonymes, mais ayant des phonèmes tout à fait différents. Là, effectivement, pour construire ce genre de jeu langagier, il faut faire attention à cette petite distinction quand même modale de homonymie et synonyme. On traduit autrement aussi, je crois, univoque, équivoque. Voilà. Ça, ça va contribuer beaucoup à l'approfondissement de ce jeu, qui va aboutir à quelque chose d'immense philosophiquement, justement pour exemplifier, pour en faire un exemple étonnant, comme une œuvre d'art. Autrement, les procédés, on peut sur place inventer des procédés. Déjà, ce procédé dont je parle, c'est inventé sur place. Donc ce n'est pas un jeu dont les règles seront connues, un jeu de société qu'on joue de temps en temps. Non, ça devrait être spontané. Il faut que ça soit quelque chose qui arrive, et cela ne soit pas, à mon avis, quelque chose de caractériologique, donc un caractère négatif et repoussant qui vous arrêterait chaque moment pour changer vos idées. Là, c'est très agressif et ce ne serait pas très plaisant de suivre ce genre de pièce de théâtre, ni quelque chose d'autre. Voilà, ce que je songe alors, ça soit un tic qui survient. Mais j'imagine de maintenant la fin
qui ne sera pas trop jubilatoire, mais ça peut devenir aussi jubilatoire, hein, c'est-à-dire que tout le monde, en fait, les deux côtés et le spectateur peut être trop content de conséquences au sens où de voir en suivant la fin, jusqu'à la fin le jeu scénique, jusqu'à où peut aller ce jeu, c'est-à-dire une simple règle qui appartient aux originaux fondements de langue, qu'on peut résumer tout court. Langage est un système de signes institués, et si vous faites ça, non pas dans l'origine, mais au cours d'un dialogue, une conversation, et chaque fois que vous instituez de nouveau, comme si nous commencions de zéro à un langage, imaginez qu'au fur et à mesure ce discours qui peut durer des semaines et des semaines, comme des examens, comme des grandes conférences, comme des grands colloquiums, quelque chose comme ça. Mais je vous assure que tout langage, disons, s'instituerait comme ça. Et non pas dans son origine, mais dans son, véritablement dans son usage quotidien, et surtout c'est observable quand il s'agit des écrits de communication orale ou écrits dans la communauté scientifique. L'échange, les gens, les scientifiques s'intercalent incessamment sur les travaux des autres, sur les travaux des uns aux autres, et cela donne des conséquences au bout de décennies, et au bout de 20 ans, disons, maximum, on voit un concept a eu une autre signification et qui commence à jouer un autre rôle. Mais ça prend des décennies, sauf que vous n'êtes pas spécialiste, sauf que vous ne soyez pas un spécialiste dans le domaine, même vous-même, vous ne pouvez pas comprendre l'enjeu de cette chose. Si vous étiez un novice ou apprenti en philosophie, par exemple, pourquoi pas en sciences, ça aussi il faut penser. Et dans les sciences, peut-être ça va prendre des durées encore plus longues, mais autant que je suis dans les discussions scientifiques dans le domaine de l'astrophysique, effectivement, les gens ils sont très ouverts à des jeux langagiers, au sens large ou étroit du terme, que je suis très, très content de voir à la fois qu'ils sachent quelque chose de la philosophie et qu'ils puissent parler dans leur domaine, dans leur objet scientifique qu'ils sont en train de construire, fonder, inventer, instituer et en toute publicité, donc non pas en cachette ni de manière mystérieuse, et chacun prévalant dans ce jeu scientifique de discours et des expérimentations, exiger des expérimentations si c'est possible, mais au sens mathématique du terme, tout le monde est libre apparemment à la maison de construire des fantastiques châteaux en cartes, en mathématiques pour expliquer notre univers, et toutes les cartes en question, comme des cartes de Wittgenstein, un jeu de cartes,
ça peut être emprunté à une autre scientifique, soit momentanément, soit pour toujours, pour fonder un autre édifice, etc. Voilà. Alors, ce que j'avais proposé comme sketch de théâtre, c'était juste pour montrer, pour dévoiler comment la logique du logos fonctionne chez les hommes, chez les humains. À supposer qu'il y a des autres fonctionnements plus lents et explosifs du logos en humain. Ça, j'en suis sûr. Sinon, il n'y aura pas de loi physique, il n'y aura pas de loi naturelle, il n'y aura pas de mathématiques, disons, entre guillemets, libres, comme quand, en Moyen-Âge, on parlait des arts libéraux et des arts adhérents. Voilà, il y a une mathématique appliquée qu'on peut appeler l'art adhérent, et il y a une mathématique spéculatif et fantastique qui fait plaisir à tous les mathématiciens apparemment, qui ne sont pas trop fermés ou serviles. Et il y a des mathématiques donc libres. Moi je ne suis pas spécialiste dans les mathématiques, j'en donne comme exemple assez souvent, parce que c'est un exemple privilégié finalement. Parce qu'il y a moins de, disons, éléments contaminants. Éléments contaminants ou, disons, comment dirais-je, obstacles, c'est la physique même. État de choses de la physique, c'est tout mathématicien dans son jeu spéculatif essaye d'atteindre et de dépasser, transcender ce mur, cet écran qu'on appellera physique. S'il réussit à toucher au physique, il a réussi. Il croit qu'il a réussi. Alors s'il reste dans le domaine du jeu, donc en deçà de ce mur blanc qu'on appelle physique, alors il joue, il prend plaisir, mais comme une puberté, il ne se sent pas trop encore adulte. Ça, c'est la dernière chose que j'ai dit, c'est encore plus important. Un jeu puéril, un jeu de politiciens qui s'engagent dans les affaires du monde en physique, dans le monde du physique, effectivement, ce sera un rêve. Peut-être ça change avec le caractère. Un rêve de mathématicien, pourquoi pas. Maintenant, vous voyez, psychanalyse et politique aussi est entré dans le débat, mais dès le départ, c'est dans ce déroulement frustrant de cette conversation, il y avait déjà dès le départ une psychologie et une psychanalyse, l'un qui fait obstacle dans votre flux du discours et vous l'obéissez à chaque moment. Et en plus, vous notez comme un serment que jamais, dès lors, je n'utiliserai plus ce mot dans ce sens-là et j'obéirai par signature à votre définition de ce mot. Et tout en continuant dans la bonne directionnalité de votre discours, dans la bonne grammaire réglée, universellement communicable, à un moment donné, alors ce qu'on parle, ce dont on parle, comment on parle et avec quel discours on habituera à quoi, sera quelque chose extraordinairement imprévisible. C'est pour ça que j'appelle ça comme sketch. Ce sera une comique de situation impossible et personne d'intelligent ne sera indifférent aux conséquences de ce spectacle. Moi,
c'est sûr que je veux, j'aurais me plier en quatre, en riant par terre, comme j'étais à l'écoute des sketchs de Raymond Devos. J'espère que j'ai bien prononcé son nom, Raymond. Si ce n'est pas Robert Denos, c'est quelqu'un d'autre, je crois. Desnos ou Devos. Maintenant, j'ai perdu le fil. Ben, je suis très content quand même de vous exposer ce projet parce que moi-même, je peux faire des esquisses, mais chacun avec sa créativité fasse ses esquisses en la matière, on va voir, tout en n'oubliant pas un certain nombre de prémices, système de langage. Langage est un système de signes institués, alors instituons-les. Mais sans dire, sans déclarer ce vœu. Essayez d'instituer les signes d'autrui alors, d'une manière arbitraire ou avec les, pourquoi pas, bonnes ou mauvaises intentions. Selon la personne, c'est-à-dire si vous avez une connaissance très docile, si vous avez un mari assez domestique, allons-y les femmes mariées, essayez de faire ce jeu avec votre mari, là ça serait plus faisable. Parce que les femmes en général à la maison, elles ne font que ça, et c'est pour ça que les hommes, à la maison, ne peuvent plus dire la vérité. La vérité à la maison, c'est autre chose. La vérité dans le boulot, c'est autre chose. La vérité devant le patron, c'est autre chose. La vérité avec vos collègues de travail qui vous est égal, c'est autre chose. Si vous êtes en concurrence, c'est autre chose. Si vous êtes complice, c'est autre chose. La paix, mon Dieu. Je fais un discours, je dirais, torturant, comme une torpeur, dans la paix des cimetières. Parce qu'aucun homme vivant ne voudrait entendre ce qu'il fait tous les jours, à chaque moment, à ce moment même ici, 500 mètres plus loin, dans leur holding, c'est-à-dire obéir aux institutions païennes, théologiques ou monothéistes ou bureaucratiques ou je ne sais quoi, capitalistes ou impérialistes d'un patron. Et dire oui et adapter son discours à ses exigences. La conséquence, effectivement, vous allez voir de votre auto-introjection de votre vie, auto-réflexion, si vous regardez, vous projetez dans le miroir, ce sera encore plus effectif de regarder un miroir. Essayez de voir, se voir et essayez de vous reconnaître le visage, non pas dans le miroir visuel, mais dans le miroir du discours. Et demandez-vous cette question, alors, d'où venais-je et où allais-je, comment je me suis trouvé là, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis en train de faire, pour qui et en vue de quoi je travaille, avec qui je suis marié, à qui en proposant mes services régulièrement, chaque jour, j'obtiens un salaire. Au revoir. Vous avez tout compris, l'enjeu de l'enjeu et du temps de l'enjeu. L'enjeu du
l'enjeu et non pas du jeu, c'est grave. C'est grave, cette tragédie humaine. Alors, juste pour ajouter à ce sujet très riche qui mérite d'être travaillé, alors avant de manière fictive, proposer cette hypothèse, en plus ensuite j'avais envie de faire quelque chose plutôt du comique, risible, en philosophie, comme exemplifiant le jeu langagier, mais j'ai vu que maintenant, dans mon développement, je suis étonné que cela passe par assez rhétorique, entre guillemets, de mariage, qui finit par divorce ou par écrasement total de l'un de ces belligérants, et l'apodictique, c'est-à-dire l'absolu du langage, non pas... oui, nous avons acquis un absolu, savoir absolu concernant l'être même du langage qui est notre être en vérité. Voilà, nous avons une corporalité aussi, soit qu'il est porteur de la parole, soit qu'il se tait, qu'il s'institue avec les signes, avec les souvenirs. La conséquence n'est pas très différente. Mais avant d'instituer, donc, avant de proposer cette hypothèse comme jeu, je pensais profondément, ce que j'avais déjà pensé, il s'agit de transcender ou être en retrait. Que veut dire non pas transcendance ni transcendantal, mais se transcender. C'est le propre de l'homme, pouvoir se transcender. Alors, celui qui s'inhibe par la force des choses ou par autrui, lui aussi, il est en retrait, il s'inhibe par une force hétéronome, mais ça aussi, c'est une manière de se transcender, mais on a tendance à penser l'acte de transcender, sortir dans cet enfermement dans soi, pour soi, trop naturel, trop immédiat chez elle, et rencontrer autrui, avoir une expérience de négativité. Voilà, je vous propose une expérience de négativité au sens d'être inhibé dans votre flux de parole. Et celui qui inhibe, au sens aristotélicien du terme catégorial actif, et celui qui accepte et s'institue selon les ordres, institue son discours selon les ordres ou selon un jeu d'hypothèses, qui augmente son réserve, et il est obligé à un moment donné de prendre des notes et noter des équations. Ce mot, à partir de maintenant, signifiera ceci. Vous voyez? Mais c'est comme apprendre une langue étrangère. C'est fou. Imaginez une langue qui change comme je propose dans mon modèle. Alors, impossible d'apprendre un langage qui change, qui s'institue à chaque instant. C'est impossible. Il ne s'agira plus du langage. Mais alors que le langage s'institue par une arbitraire et qui a l'air d'une certaine violence, d'une activité violente
et d'une passivité étonnante d'accepter ce nouveau inhalt, le contenu de signification signifiée. C'est étonnant. Là, effectivement, ce que je vous propose, ça mérite d'être un cours de linguistique, mais c'est déjà un thème, bien sûr. C'est Derrida qui disait trop clairement que s'il n'y a pas une réitération, donc une assurance du sens dans un système de signes institués, d'ailleurs institué veut dire tout simplement assurer cette assurance et cette stabilité du sens dans la communicabilité, dans la communication, mais imaginons des gens, enfin, puis marginal, des exemples marginaux. D'abord, moi, les philosophes, dans leur idéalité, c'est-à-dire normalement très peu de philosophes dépassent au-delà d'une simple comparaison des textes et d'une simple interprétation subjective. Alors, ce que je voulais dire, transcender, inhiber, être en retrait, ce sont des exemples dichotomiques que j'ai déjà utilisés et qui peut s'adapter à ce nouvel modèle. Et ça dérive peut-être de cette vérité humaine, disons du Dasein, pouvoir finalement se transcender, expliqué par Kant, par Heidegger, qui explique Kant dans son livre Kant et le problème de la métaphysique. Jamais ni même Hegel explicitement n'a jamais défini le verbe transcender, alors que ça convient bien à la philosophie de Hegel d'être contesté par une expérience de négativité d'une rencontre avec autrui, soit esclave et maître. Ça tombe très bien, mon exemple, à cet exemple trop caricatural de maître et esclave, patron et l'employé, la femme et son pauvre mari, ou la mère, selon la culture et les circonstances. Voilà, maintenant c'est enrichi. Et c'est complètement psychologisé au sens d'affection d'un discours non intéressé qui s'affecte par autrui, par la conscience d'autrui, qui reste pas seulement une réflexion, mais une véritable ingérence, voilà le mot qu'il fallait utiliser, une ingérence aux pensées d'autrui irréductible. Et quelle est la solution? C'est soliloque que je fais à ce moment-là même. Croyez-vous qu'il s'agit d'un soliloque? Il y a du peuple dans ce cimetière. Il y a des gens qui viennent entre les arbres directement vers moi, et moi je suis trop proche à une très saine tombeau, et ils ouvrent leurs mains et ils commencent à prier en silence, bien sûr, et je suis obligé de me taire et fermer l'enregistrement immédiatement. C'est-à-dire que je ne suis pas seul, même dans le cimetière, dans le silence du cimetière. Et en plus, je suis prié, non pas personnellement, mais je ne suis pas prié de sortir du cimetière, mais j'ai quand même, comment ça s'appelle,
honte, shame, show, égard vers la mort et vers les gens qui prient les morts. Ça peut paraître bizarre qu'on prie pour la mort. Je vous prie de descendre et fermer la lumière. On ne peut pas demander quelque chose aux morts. Je suis content du seul fait que je suis à l'autre côté des choses. Vous allez maintenant entendre certaines voix que j'entends habituellement, mais cette fois-ci, c'est derrière un mur, c'est-à-dire de l'autre côté des choses. J'entends les vivants dans leur vie quotidienne, de l'autre côté des choses. Comme disait cher Chateaubriand dans son titre inoubliable, Mémoire d'outre-tombe. Ça devait être quelque chose comme ça. Outre-tombe, c'est justement l'endroit exact où je me trouve. Et les vivants véritablement vivants, j'entends leur voix. Sauf que je ne suis pas mort, pas encore. Là, je suis obligé de continuer mon discours en turc parce que vraiment le point de départ, c'est pas la théorie rousseauiste de Condillac en ce qui concerne les signes, système de signes institutionnels, mais un simple, très compliqué sophisme répandu dans un certain niveau dans le média social, parlant turc. Qui veut dire que, bon, c'est déjà difficile d'en donner des exemples, mais comme c'est répandu, ce qui veut dire qu'il y a une série continuelle, mais d'une manière archétypale et formelle, on peut en présenter facilement une formule. Par exemple, chérie, aujourd'hui, samedi, mais si tu veux, si tu m'aimes vraiment, on dit vendredi, parce que chaque vendredi, tu me donnais $100. Voilà, c'est une dérivation de dérivation, selon ma théorie, mais au fond, c'est attribution. Attribution par arbitraire et sous contrat, rien de violence. Est-ce qu'il y a une activité là? D'une certaine façon, catégoriellement, c'est parce que c'est quelqu'un qui s'adresse à quelqu'un qui, lui, non pas ordonne, mais forme sous une formulation, une acceptation. S'il accepte, hein, il est libre de dire qu'est-ce que tu dis, va-t'en, j'ai du boulot. Est-ce que tu plaisantes, etc. Voilà, ça, ce que j'appelle être en retrait, une autre manière de se transcender, c'est-à-dire faire comme si il n'était pas son mari à elle, c'est-à-dire son petit esclave à pourboire, pourvoyeur, provenance. Mais la femme sophisticated lady, trouve, comme elle est intelligente, un peu plus en sophisme, mais dans les conséquences, on va voir. Alors, elle formule la plaisanterie, sans compter qu'elle serait prise un seconde au sérieux. Une femme pris au sérieux, les choses vont mal. Voilà, la formule magique, c'est un fou rire et dire
j'ai mis un 100 $ sous le... proposer une autre énigme à celui qui pose une énigme transcendantale. Est-ce que tu aurais 100 balles ou 100 $, 100 $ pour ce soir, pour moi? Voilà, la réponse est prête. Il y a 100 $ dans les tiroirs dans ton armoire, mais tu sais que c'est pour tes factures obligatoires. Tu es libre de les dépenser à ton gré et voilà. Et ensuite, tu vas y penser comment tu vas payer tes factures. Voilà, une bonne réponse qui est en retrait, qui a compris. Il faut parler en logique et en terminologie de poker face. Poker face. Un bon mari devrait être neutre jusqu'à la fin de temps. Donc jamais fâché, jamais donner une réaction, mais répondre simplement à une sophisme, pas une autre sophisme, encore plus compliqué qui va dire ah chérie, je n'ai pas dit ça, mais est-ce que tu auras comment ça s'appelle dans les caricatures anciens américains, il y en a beaucoup. Est-ce que tu penses que ton patron t'augmentera ta salaire christiquement pas, mais c'est-à-dire que vu que le torture que tu vis en vivant chez moi, avec mes enfants, tu devrais quand même avoir un salaire dans la vie au sens, non pas restreinte, mais large. Alors, sophistication dans le mariage devrait être fluctuant au niveau simplement de maximum, j'ai dit. Pas trop de paroxysme, pas trop de hyperbole, pas trop de bassesse. Toujours moyennement ondulant, vibrant, et moyennement entrant, sautant, et dire que tu peux être disposé. Tu peux être disposé. Voilà. Ça va être compris. Schlager. Ensuite, on dit ah, c'était quoi en allemand l'enfant? Schlager, je disais, voilà. On a maintenant dans une multitude, tais-toi, s'occupe avec ton chorus. Chorus, c'est à la fois un lieu et un ensemble orchestral pour dire chœur tragique. Dans une comédie grecque, il y a des chœurs tragiques qui disent la vérité, mais pour personne. Donc ça s'entend même pas. Un chorus, c'est-à-dire le cri d'enfant, un pet, je ne sais pas comment on dit, les enfants, et les domestiques, les chats, les chiens, et le carnivalisme, c'est la maison. Ce qu'on appelle domus, que j'appellerais en théorie le plan d'immanence, manoir domus, la loi, le toit. Voilà. Ce sont des rituels, ma terminologie à moi. Si quelqu'un vient, alors, en échangeons pour un jour, pour une nuit, nos femmes, c'est-à-dire nos terminologies établies, système de signes, institués, etc., la loi, le toit, les factures,
entre sorties et les règles, l'heure de coucher, l'heure de se réveiller, laver, etc. Pourquoi pas ce qu'on appelle une empathie, emphasis, sans emphasis, avec emphasis, empathie. Comment je traduisais le mot Einfühlung par empathie? C'est des gens très importants, très conscients, c'est-à-dire des gens normaux, à bonne heure, ils ont proposé, pour traduire le mot grec chez Aristote, catharsis dans Poetica, avant les Français qui se sont sortis, qui se sont débrouillés avec le mot de purgation. Alors, les Allemands, ils ont choisi Einfühlung, identificatoire en affectivité, projectif, symétrique, etc., avec une force romantiquement extraordinaire, ce qu'on appelle aujourd'hui dans le télévisé, dans la réalité show, quotidiennement, empathie pour l'autrui. Voilà. La bassesse, c'est-à-dire la phénoménologie de la bassesse, a des sous-bassements. Là, il faut chercher ici, dans cette, non pas introjection extrovertie, introvertie, au-delà de ce psychologisme mécaniste, il y a une contamination énorme de l'autre, toujours déjà, c'est-à-dire qui défie toute la chronologie et sont tombés dans un anachronisme et sans se transcender jusqu'à l'intemporel, c'est-à-dire évicat l'éternel. Alors, c'est des ajustements des temporalités, des discours, des régimes de phrases et qui fait que je langagier soit moi je suis contre à ironiser, je suis tombé dans ce piège quelquefois, mais j'entends pas, mais j'essaye et je force cette voix pour dire que l'ironie dans son concept n'est pas indivisible. Il y a une ironie socratique, il y a une ironie qui est gardien, surtout dans sa manière de sédition. Alors, il y a bien sûr, c'est la même chose, mais autrement allemand, ironie romantique, spécialement allemande, mais il y a novalis, etc. Il y a ironie autrement mordante de Baudelaire, Charles Baudelaire. Moi, je connais, enfin, bon, je ne compte pas Rimbaud et Verlaine dans l'ironie. Ils sont trop dans Einfühlung. J'aime bien. 16 ans non plus en fait, sans victoire. Une énième fois, c'est pas une ironie, c'est Cato, sincère, je crois. Et Cato veut dire Isis, mystère, renaissance après la mort et avant la mort. Venir, aller, etc. Le monde, c'est-à-dire archéologiquement, architectoniquement, architectuellement, est très compliqué, très facile pour labourer la terre labourée et inséminer, bien sûr, inséminer artificiellement.
dans des vases incommunicantes de dissymétrie, transaspectif, et non pas perspective ni seulement aspectif. Salut, Jean-Joseph Cour. Voilà, reprise de reconsidération et de prolongement de développement et des dérives et des chances pour s'en sortir, c'est toujours cercle vicieux au sens d'éternel retour en ce qui concerne une vie de l'homme. Finalement, je suis très vexé par les gens qui disent que dans notre époque, il ne peut pas y avoir de la tragédie. Personne n'est capable d'écrire une tragédie comme autrefois, etc. Là, effectivement, j'entre pas dans la discussion. Je me délocalise, comme les Français bureaucratiques académiques, en Philippines, dans les bordels, dans les rues impasses que j'ai intimement ou personnellement eu l'occasion de échanger dans une conversation rapide et un peu vu avec Tassin Yücel. J'ai dit qu'en fait, en Turquie, à Istanbul surtout, j'adore les noms de la rue. Il y a une rue, vous ne pouvez pas croire, ça s'appelle Çapanolu, imaginez. C'est pas une rue très heimlich, une heimlich, inquiétant. Vous auriez peur de passer avec votre conjoint la nuit, à la trompette de la nuit, du soir, etc. Et comme il est philologue et linguiste, structuraliste, grand disciple de non pas Jamslev, mais Algaritas, eh bien, il a fait une rictus en m'écoutant sagement, que j'adore. J'ai participé quand j'étais étudiant à l'un ou plusieurs de ses cours, mais en explicitant à fond dans l'explication des textes ce grand poème en turc de seulement un vers qui divise le poème en 1000 morceaux. Dante gibi ortasındayız ömrün. Voilà, on ne connaît rien de la longévité de Dante, mais moitié de Dante veut dire tout simplement purgatoire. Donc, dans 2 secondes, j'avais compris, mais je mens énormément. Il faut beaucoup travailler, comprendre vraiment un simple vers, je crois de Cahitsizlik ve Tarancı Ante gibi ortasındayız şu an. J'essaie de traduire en français. Nous sommes juste au milieu de cette vie comme Dante. Moi, je l'interprète que la vie que nous vivons, c'est le purgatoire. Parce que dans une comédie divine, le milieu, ce n'est pas l'âge de Dante, mais l'âge d'homme, c'est-à-dire purgatoire. Purgatoire très compliqué, très segmentarisé. Là,
à partir de Sohraverdi, à partir de Ibn Arabi, Muhyiddin Arabi, d'Andalousie, qui sont christianisés selon les Espagnols. Non. Oui, je suis accusé, porté plainte, insistant coup de fil, comme quoi j'avais écrit une note en bas de page en ce qui concerne la traduction possible du mot marrano en portugais ou en espagnol, en incluant là-dedans les purs musulmans d'Andalousie qui n'ont aucune idée de changer de religion pour rester en Andalousie et qui sont tous partis à coloniser l'Afrique du Nord alors qu'il était déjà peuplé par les chrétiens, soit Carthage, soit Carthage, soit Saint-Augustin, qui remontent vers Rome, eux, ils descendent en bas, c'est-à-dire le haut de l'Afrique, qu'on appelle l'Afrique du Nord, alors qu'ils étaient yéménites, etc. Bon. Voilà une image baroque de tomber vers le haut, selon la géographie, et dont l'homme scientifique n'a pas encore réussi à faire une carte exacte, claire, distincte et adéquate du monde de notre globe, hein. Non pas du monde astral, loin de là, notre monde, parce qu'il n'est pas smooth, c'est pas une simple surface, parce qu'il y a, outre le vécu historique, trop chargé, mais les géomètres, imaginez un peu dynamique, comme Chomsky s'imaginer dans une linguistique générative. Imaginez une autocritique, élément d'une autocritique lue par un Chinois, parce qu'il s'agit d'une certaine interprétation de Saint Paul par Mao, qui a donné le lieu à un livre civique, disons, intitulé Livre rouge. Là, avec ce livre, comme Coran, comme quoi, je ne vois pas l'équivalent. L'Ancien Testament, Torah, Mishnah, Évangile. Il fallait un livre, quelqu'un l'a écrit avec sa culture. Voilà, ça sert à ça donc, Clésis. Voilà un point, j'arrête mon discours. Façon ne peut arpenter. Alors, renégat, c'est toujours les autres, les marranos, c'est encore les autres. Nous sommes intègres, propres, les autres sont impropres. Voilà. Un mensonge domestique qui fait que les rites, ça cloche. Les rites sont exacts, très fidèles, mais dans cette fidélité, surtout dans cette orthodoxie et cette violence de suivre à la lettre cette ère d'obéissance, ne pas en discuter, ne pas ouvrir au débat, ne pas ajouter un seul mot, etc.
Et ce sont des symptômes extraordinairement clairs et distincts qu'il y a un crime. Bien sûr, au sens métaphorique du terme, c'est pas le crime au sens de meurtre fondatrice, mais de petits crimes, de guerre de Crimée, de guerre de Damascus, de guerre de Bagdad, de guerre de Budapest, Bessarabia, voilà. Le monde est petit et seulement environnant. Donc les environnements, c'est par notre myopie ou hypertropie, c'est un peu flou, ce qui fait du perspectivisme à juste titre d'ailleurs de la Renaissance, et qui quand même non pas se rallonge, mais qui s'intimise, je dirais le mot, qui se réconcilie, voilà, avec les conditions terrestres mondaines, avec la baroque. La baroque en peinture. Bien sûr, la musique aussi. Moi, je suis obligé de sortir pour danser une petite air. C'est si j'en trouve le baroque. Je vous jure que je suis venu ici, là où, pour trouver là où, comme j'ai laissé, tout est rasé. Toutes les petites bourgeons, ils ont une véritable iniquité contre les plantes. Non, pour toucher le salaire, ils rasent les gazons avec le petit bourgeon d'arbre. Et la chaîne derrière laquelle j'avais dansé, j'ai eu l'envie de danser, reste envie pour lesquels, pour ces petits. Et aujourd'hui, il n'y en a rien, même pas une petite racine. Soit je rêve, soit je suis dans une purgatoire, comme un jeu d'échiquier. On me suit et on attrape le souris devant le chat et dans la langue et sous toi, rien compris, rien exprimé, rien senti. Tous France, le pays de mon enfance. Tous France, le pays de mon. Tous France, le pays de mon enfance. Tous France, le pays de mon.